Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les taux se resserrent autour des gestionnaires des fonds Petro-Caribé. Des mandats d'amener ont été émis à l'encontre de 3 anciens directeurs généraux du BMPAD, alors que 2 anciens premiers ministres sont cités à comparaître par devant le parquet. Rapatriement ce mercredi par les autorités chiliennes d'un premier groupe de 176 Haïtiens qui vivaient au Chili. Ces migrants ont décidé de revenir au pays dans le cadre du, je cite, plan humanitaire de retour volontaire, fin de citation, mis en place par le gouvernement chilien. Une nouvelle étape a été franchie dans le cadre du dossier Petro-Caribé. C'est la première fois que certaines personnalités sont sur le point d'être écrouées. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Oknam Klamé-Daméus, a émis hier des mandats d'amener à l'encontre de 3 anciens directeurs du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD. Il s'agit de Michael Lecor, Eustache Saint-Lô et Patrick Noramé. Le BMPAD avait la charge d'exécuter les résolutions du Conseil des ministres sur les projets financés dans le cadre de l'accord sur les produits pétroliers. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince accuse ces anciens directeurs du BMPAD de concussion, de passation illégale de marchés publics, d'enrichissement illicite, d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et d'association de malfaiteurs. M. Patrick Noramé fait l'objet d'un mandat international et d'une mesure d'interdiction de quitter le territoire émise par le parquet au sujet des dépenses estimées à plusieurs millions de dollars américains du BMPAD. En ce qui a trait à M. Eustache Saint-Lô, il a été placé en garde à vue au commissariat de Port-au-Prince sur ordre du commissaire du gouvernement, Maître Danton Léger, le vendredi 17 mai 2016. Les taux se resserrent donc autour des anciens hauts fonctionnaires et d'anciens officiels des administrations de René Préval, Michel Martelly et Jocelyne Privert, impliqués dans la gestion des fonds Petro-Caribé. Le chef du parquet de la capitale, qui a repris l'offensive dans ce dossier, a également lancé de nouvelles invitations aux anciens premiers ministres Laurent Lamotte et Jean-Max Bellerive. Les auditions des ex-premiers ministres sont fixées au 9 et au 13 novembre prochain. Nouvel éclairage sur l'affaire Petro-Caribé. La fondation J'éclairé estime que le procès Petro-Caribé est mal engagé. Selon l'un des responsables de l'institution, maître Samuel Madistin, le magistrat qui instruit l'affaire Petro-Caribé, maître Ramoncit Aximé, ne dispose d'aucun mandat lui permettant d'agir en ce sens puisque le parquet, dit-il, n'avait pas acheminé à celui-ci un réquisitoire d'informé. Bonsoir, maître Madistin. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télé Métropole. Maître Madistin, vous venez de lâcher une grosse bombe dans l'affaire Petro-Caribé. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur l'analyse que vous faites de la situation? Alors, une petite rectification à l'analyse faite par la Fondation J'éclairé. Ah, d'accord. Et en fait, ce que nous avons fait un constat au niveau de la Fondation. C'est que de 1986 à nos jours, le peuple haïtien manifeste et revendique un système judiciaire indépendant. Et les revendications de justice du peuple haïtien n'ont jamais été satisfaites. Il n'y a aucun procès digne de ce nom, aucun procès remarquable à mettre à l'actif du système judiciaire haïtien. Et ce n'est pas la faute d'avoir essayé. Il y a eu des tentatives. Il n'y a pas eu de procès contre les Duvalier, pas de procès pour la gestion de la Valasse avec le rapport Paul Denis, pas de procès pour Jean-Dominique, pas de procès pour les massacres de Raboteau, de Jean Rabel, etc. Et disons en un mot que l'enquête se poursuit. Oui, et nous avons relevé
que le problème vient du fait que beaucoup d'erreurs techniques ont été relevées par la Cour de cassation dans ces procès, et bien souvent, la Cour annule les instructions engagées pour cause d'erreur. Et nous avons relevé qu'au niveau du procès Petro-Caribé, les mêmes erreurs du passé, eh bien, sont à mettre à l'actif de ceux qui aujourd'hui démarrent le procès Petro-Caribé. Et nous avons attiré l'attention pour dire attention, si on ne veut pas décevoir tout ce monde qui manifeste, qui réclame des comptes, qui exige que la lumière soit faite sur les fonds Petro-Caribé, il faut corriger pendant qu'il en est temps les dérives observées et donc régulariser la procédure. Voilà ce que déclare la Fondation J'éclairé. D'accord, Maître Madistin, on vous a bien entendu. Vous avez parlé en fait de ce qu'on appelle en langage juridique un certain nombre de vices de forme. Est-ce que vous pouvez nous donner un certain nombre d'exemples de vices de forme qui entraveraient la bonne marche du procès éventuel Petro-Caribé? D'accord. Le premier et le plus important, c'est qu'en Haïti, un juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir. Même en matière de flagrant délit, où la loi autorise le juge d'instruction à poser des actes, mais avant de commencer son instruction, il doit solliciter du parquet un réquisitoire d'informer. Le réquisitoire d'informer, c'est cet acte qui donne au magistrat le droit d'agir. Il ne peut donc y avoir aucun acte d'instruction. Et là, je suis catégorique. Ne peut y avoir aucun acte d'instruction de la part d'un magistrat instructeur en Haïti sans un réquisitoire d'informer, que l'on appelle aussi dans le jargon juridique un réquisitoire introductif. C'est ce réquisitoire qui donne au magistrat son mandat. Parce que le magistrat instruit pour le parquet. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, le juge a reçu des plaintes d'une soixantaine de citoyens. Il a communiqué ces plaintes au parquet. Le commissaire du gouvernement a donné au magistrat un réquisitoire d'incompétence. Il dit au magistrat que vous ne pouvez pas instruire pour le moment parce qu'il faut attendre un arrêt de débat de la Cour des comptes. Je vous demande de vous déclarer incompétent. Donc à partir de ce moment, le commissaire ne donne aucun mandat au juge. Le juge se devait de prendre une ordonnance sur ce réquisitoire. Si le juge estime qu'il est compétent pour instruire, comme moi je le pense, comme la Fondation le pense, il aurait dû écarter en partie ce réquisitoire du commissaire du gouvernement, se déclarer compétent pour instruire et retourner le dossier ensemble cette ordonnance au commissaire du gouvernement pour voir ce magistrat décider ce qu'il y a lieu de décider. Mais au lieu de faire cela, d'agir ainsi, le juge a décidé de passer outre, d'ignorer, tout simplement d'ignorer ce réquisitoire et de commencer son instruction. Il n'a absolument pas le droit d'agir ainsi. Il commet là un excès de pouvoir et cet excès de pouvoir peut empoisonner la bonne marche du procès si il ne peut tout carrément éliminer la chance d'avoir ce procès. Et là, c'est une erreur, c'est un manquement fondamental. Au niveau du parquet, le commissaire du gouvernement, même, qui a pris son réquisitoire, mais son réquisitoire ne dessaisit pas le juge. Le dossier existe. Le commissaire ne peut pas ignorer l'existence de ce dossier devant le juge d'instruction et ouvrir parallèlement une enquête parce qu'il aurait reçu des instructions différentes des premières instructions qu'il avait eues au moment de prendre son réquisitoire des compétences. Donc il pose des actes, pour moi, tardifs, parce que une fois que le dossier est déjà au cabinet d'instruction, le commissaire aussi devait attendre que le dossier lui soit retourné avec l'ordonnance du juge d'instruction pour prendre son réquisitoire d'informer, ce qu'il n'a pas fait. Donc, tous ces manquements sont de nature à entraver la bonne marche du dossier parce que le juge d'instruction a comme premier devoir d'analyser la régularité de sa saisine
quand il est saisi d'un dossier. Autre question que nous avons soulevée, vous avez une soixantaine de citoyens qui ont porté plainte et se constitué partie civile dans le dossier par le simple... À travers un avocat. Comment? À travers un avocat. Oui, parce que tout simplement, ils disent qu'ils sont victimes parce que si les fonds n'ont pas été détournés, il y aurait plus de soins de santé, plus d'éducation, etc., ce qui est vrai. Mais pour être partie civile dans un procès, il faut un intérêt direct. Ce n'est pas un intérêt collectif. Ce qu'ils ont démontré au juge d'instruction, c'est un intérêt collectif. Quand vous êtes partie civile dans un procès, quand on va, eh bien, vous donner des réparations, si on va condamner les accusés, eh bien, les réparations reviendront à vous. C'est comme si les 3,8 milliards de dollars, si on doit justement les restituer, c'est comme si c'est à ces citoyens d'obtenir ce montant. Donc, tous les citoyens haïtiens, à partir de ce moment, ont le droit de se porter partie civile dans le procès. Vous imaginez si 10 000 citoyens, 100 000, 500 000 se portent partie civile dans le cadre du procès, à partir du moment où il n'y aura pas de procès, comment un juge peut entendre 500 000 personnes, 100 000 personnes, 10 000 personnes, vous voyez? Donc, nous avons dit, quand il y a un intérêt collectif en jeu, c'est l'État, à travers la Direction générale des impôts, qui devait se porter partie civile dans le cadre du procès. Et à ce moment-là, l'État, à travers la DGI, les avocats de la DGI, eh bien, auraient la possibilité d'influencer positivement le procès et le gouvernement n'aurait pas besoin de dépenser de l'argent inutilement dans une commission indépendante, dans des émissions de jeudi pétro, etc. Tout un ensemble de choses qui sont de nature justement à empêcher le procès au lieu de faire avancer le dossier. Donc, à travers la DGI, le gouvernement l'État pouvait utilement se porter partie civile et faire avancer le dossier. Il s'agit là aussi de choses à corriger. Par exemple, le Sénat a transféré le dossier à la Cour des comptes. La Cour des comptes est compétente pour 3 infractions en ce qui concerne la gestion des comptables des deniers publics, comme la concussion, la malversation ou le détournement des fonds publics. Mais la Cour des comptes n'est pas compétente pour des infractions comme le favoritisme, comme le délit d'initié, comme le pot de vin, comme le trafic d'influence, tout un ensemble d'actes d'infraction. Eh bien, la Cour, en recevant le dossier, se devait de prendre aussi une résolution disant qu'elle n'est pas compétente pour les infractions de droit commun et qu'elle va analyser le dossier dans le cadre de sa mission qui est prévue par la loi sur le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, donc, et limiter son intervention, son action. Et ce que la Cour n'a pas fait non plus. Et à partir de ce moment, tout le monde comprendrait au départ, tout comme si le juge avait pris son ordonnance, qu'on ne saurait avoir un seul procès Petro-Caribé. On doit avoir plusieurs procès Petro-Caribé. C'est-à-dire un procès qui concerne tous les actes de corruption, comme les infractions que j'ai mentionnées, mais un procès aussi qui concerne les arrêts de débats qui seront prononcés par la Cour des comptes dans la gestion des comptables des deniers publics et qui ayant eu à gérer des fonds Petro-Caribé. Donc, et parce que le rapport de la Cour des comptes ne peut pas saisir la justice. La loi prévoit, c'est les arrêts de débat de la Cour qui ont la faveur de saisir la justice pour poursuivre les délinquants financiers en ce qui a trait au détournement de fonds publics. Donc, toutes ces questions, nous les avons analysées au niveau du rapport et faire des recommandations pour que les rectifications soient apportées pendant qu'il est encore temps. Merci, Maître Madistin, mais vous comprendrez que nous autres béotiens sommes un petit peu perdus dans toutes ces questions de procédure. Alors, si vous voulez, on va y aller étape par étape. Est-ce que ce qu'on appelle un intérêt collectif, c'est pas ce que les Américains appellent a class case, c'est-à-dire où un certain nombre de victimes, 50, 100, 1000, 2000, se mettent ensemble et parlent comme une seule personne? Non, non. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, ce que vous dites là, je peux, par exemple, dans le cadre, par exemple, d'un mouvement syndical, où nous avons des syndicalistes qui sont victimes d'une situation de manière collective, n'est-ce pas, et qui ont les mêmes intérêts, ils peuvent s'associer pour faire un procès. Et le bénéfice du procès
et moi j'ai déjà réalisé des procès comme ça, hein, leur reviendrait. Mais ce n'est pas dans le sens où vous avez maintenant un intérêt qui n'est pas direct, qui n'est pas lié à un groupe spécifique, à un citoyen spécifique, qui est un intérêt plutôt général. C'est ça. Là, sur ce point-là, les choses sont à peu près claires. Maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, empêche que ce réquisitoire d'informer, entre guillemets, ait été délivré au bon moment, à la bonne personne et par la bonne personne? Je suppose que, vous savez que le commissaire du gouvernement, c'est le représentant de l'exécutif dans le système judiciaire. Je suppose que le commissaire du gouvernement avait des instructions pour empêcher le procès, et c'est pourquoi il avait agi en ce sens à ce moment-là. N'oubliez pas que le président de la République avait dit qu'il était contre l'organisation de ce procès. Il pensait que c'était un moyen, c'était de la persécution politique, c'était un moyen pour persécuter les gens. Il ne voulait pas de ce procès. Je pense que le commissaire avait une instruction sur cette affaire. Maintenant qu'avec le Petro Challenge, avec les manifestations gigantesques qui se réalisent au niveau du pays, eh bien on se rend compte que si le procès n'est pas réalisé, on risque d'aller vers la justice populaire. Le commissaire du gouvernement a dû avoir une autre instruction pour maintenant engager le procès. Au lieu maintenant d'attendre que le dossier lui soit revenu par rapport avec l'ordonnance du juge d'instruction, et peut-être pris aussi de panique et par les événements de la rue, le commissaire a décidé d'ouvrir une enquête parallèle. Maître Madistin, l'actuel Premier ministre, Maître Jean Ricéan, est notaire de profession. Il est censé connaître la loi. Comment expliquez-vous que cet aspect des choses lui est échappé? Bon, être notaire ne veut pas dire être avocat. Être notaire, vous avez fait le droit. Mais être avocat, c'est une autre chose. C'est que vous avez milité, vous avez la pratique de la procédure, la pratique des tribunaux, et ça lui manque, sérieusement. Donc, connaître la loi comme notaire, c'est pour la rédaction des actes, pour la passation des contrats, etc. Ça ne veut pas dire que vous maîtrisez la procédure. La question que je vous parle là, c'est une question de procédure. C'est-à-dire, ce sont des avocats qui sont très impliqués dans les dossiers de justice au niveau des tribunaux, qui ont eu à intervenir, qui ont eu une expérience dans le traitement des dossiers, qui peuvent maîtriser la procédure et maîtriser les questions que je vous parle. Le notaire ne peut pas maîtriser ces questions de procédure. Ah non, loin de là. Bon. Oui, Maître Madistin, les mauvaises langues disent parfois que le notaire est là pour dire la loi et l'avocat est là pour la contourner. Parce qu'il y a de vrai. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie en général. C'est que le notaire, c'est un juge, c'est un magistrat de la juridiction amiable. C'est-à-dire que pour ce que vous êtes venu faire, c'est un homme c'est un spécialiste de certain nombre de questions qui sont aussi des questions de droit. Mais ce ne sont pas des questions de procédure. Là, le notaire n'est pas un spécialiste des questions de procédure. Les avocats ne sont pas là en principe pour contourner la loi. Vous savez que la loi, les avocats sont... J'ai bien dit que c'était les mauvaises langues qui disaient ça. Oui, j'ai bien noté. Je réponds à ça. Je dis que l'interprétation de la loi peut donner lieu à des opinions divergentes, des opinions contradictoires. Et c'est toute la beauté du droit, parce que la vérité peut être plurielle. Mais ce que je vous dis là, en matière de procédure, sur les actes qui sont passés, quand vous avez des décisions qui font autorité de la Cour de cassation et que vous répétez les mêmes erreurs, à partir de ce moment, vous êtes sûr à 100% que si vous allez à la Cour de cassation, eh bien, quel est le résultat que vous allez avoir. Et dans le cadre du procès Petro-Caribé, c'est ce que nous avons montré. Nous avons fait une analyse historique montrant des dossiers qui ont été initiés de la même manière et dont les arrêts de la Cour de cassation ont été sans pitié. D'accord. Une dernière question, Maître Madistin. Vous avez dit que les travaux que la Fondation J'éclairé a menés ont abouti à un certain nombre de recommandations. Qu'est-ce que J'éclairé estime qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que le procès Caribé ait lieu dans de bonnes conditions? En d'autres termes, pouvez-vous nous résumer rapidement quelles sont les principales recommandations que vous avez faites dans votre rapport? 3 groupes de recommandations.
11 recommandations au total, mais regroupées en 3 groupes. Un premier groupe de recommandations, c'est pour la régularisation de la procédure. Nous avons dit, par exemple, que le juge, aucun juge n'a le droit de passer, d'ignorer une question qui lui est posée dans le traitement d'un dossier. Une fois qu'on vous fait une demande, le magistrat se doit de répondre à la demande, qu'il l'accepte ou pas. Donc nous avons demandé au juge d'instruction de répondre à la réquisition du parquet, au réquisitoire du parquet. Régularisation de la procédure. De la procédure. C'est le point numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Nous avons dit que pour organiser ce procès, il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faudra lever. Par exemple, si vous voulez atteindre, comme cela se passe à l'étranger, au Brésil, en République dominicaine, en Corée du Sud, c'est un mouvement mondial où on veut juger des gens pour des actes de corruption. Les gens qui sont concernés par ces actes, bien souvent, ce sont des gens qui bénéficient, qui occupent des fonctions, de hautes fonctions dans l'État. Eh bien, si vous laissez l'immunité, eh bien, ils vont contourner la procédure pendant des années. À partir de ce moment, il n'y aura pas de procès. Eh bien, il faut une décision ferme de l'État, du gouvernement, du Parlement, où on dit, devant les actes de corruption, les immunités tombent. Il ne peut y avoir d'obstacle. Le juge peut entendre tout le monde, que vous soyez député, sénateur, beaucoup de firmes de construction qui ont eu, n'est-ce pas, à exercer des travaux dans le cadre de la gestion des fonds Petro-Caribé, appartiennent à des parlementaires. Vous avez vu que vous n'avez pas remarqué ces firmes dans les rapports des sénateurs, mais le juge d'instruction peut vouloir entendre les propriétaires de ces firmes. Eh bien, l'immunité ne doit pas constituer un obstacle. Nous avons demandé ça. Nous avons demandé, parallèlement, que le gouvernement, eh bien, accompagne le juge d'instruction de magistrats expérimentés, le commissaire du gouvernement, de commissions techniques de magistrats haïtiens expérimentés pour leur permettre de faire le travail. Mais en plus, nous avons dit, si ceci s'est rendu possible là, eh bien, il y a un problème. Il faut se questionner, il faut se demander pourquoi il y a eu Petro-Caribé, pourquoi il y a eu ce vaste mouvement de corruption. C'est précisément parce que il y a eu probablement des institutions qui n'existent pas ou qui ont besoin d'être renforcées, ou bien des normes qui n'existent pas et qu'on a besoin de les produire. Et à ce moment-là, nous avons fait des recommandations pour prendre certaines lois, par exemple, pour criminaliser l'absence de déclaration de patrimoine de la part des responsables qui y sont assujettis. Des lois. Par exemple, si vous introduisez le pli bagain aujourd'hui dans la législation pénale haïtienne, qui n'existe pas, et bien ça peut permettre à l'État, le pli bagain, c'est la négociation pénale. C'est-à-dire, comme vous avez vu, ce qui s'est passé par exemple en Espagne avec Messi, avec Cristiano Ronaldo, où vous avez une infraction, l'État, sa priorité, c'est de retrouver l'argent et non la prison, et bien on permet au commissaire du gouvernement, à la justice, de faire les négociations, de permettre à ce que les gens puissent payer l'argent, et quitte à ce qu'on diminue la peine à laquelle ces gens étaient assujettis. Donc, ce sont des actes à poser, des lois à prendre, des normes à édicter dans le cadre en Haïti pour que ce qu'on a vécu avec Petro-Caribé, eh bien, cela ne se renouvelle pas. Un dernier mot, Maître Madistin. Vous avez dit qu'il ne pouvait pas y avoir un seul procès Petro-Caribé, mais plusieurs procès Petro-Caribé en fonction des infractions qui auraient été commises. Quelles sont, d'après vous, là où les institutions qui devraient prendre cela en charge? Fondamentalement, la justice. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une question préjudicielle pour les comptables des deniers publics en ce qui a trait à des infractions comme la concussion, la malversation, le détournement des fonds publics, qui exige, et la Cour de cassation est infaillible à cette question, qui exige comme préalable un arrêt de débat avant toute attaque au pénal. Pour ces questions, tous ces comptables de deniers publics qui ont eu dans le temps à gérer les fonds Petro-Caribé, ils feront l'objet, n'est-ce pas, d'un arrêt
Et si c'est un arrêt de débet, individuellement, ils auront à faire face à la justice. Mais pour tout ce qui a trait aux questions qui ne concernent pas la Cour des comptes, où un arrêt préalable de la Cour des comptes n'est pas nécessaire, eh bien, il peut y avoir un seul procès pour tous ces actes et plusieurs procès pour les comptables des deniers publics. Voilà, que ce soit des comptables de droit ou de fait. Un tout dernier point, Maître Madistin, car le temps passe vite, trop vite malheureusement. Est-ce que vous êtes favorable à cette initiative du gouvernement de faire appel à une grande firme d'audit international qui viendrait apporter son concours à la justice haïtienne? Pour l'instant, non, parce que ça doit être une décision du juge d'instruction s'il l'estime nécessaire. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce rapport d'audit, la Cour des comptes est à même de faire ce rapport, quitte à ce que la Cour des comptes, comme elle l'a toujours fait, la Cour des comptes a toujours eu des supports étrangers de la part de la Cour des comptes de France ou bien d'autres institutions internationales. C'est-à-dire que la Cour des comptes, dans le cadre de son rapport, peut toujours s'adjoindre des spécialistes étrangers pour donner un rapport de qualité. Mais le gouvernement n'a pas besoin lui-même d'engager une firme d'audit internationale pour faire un quelconque rapport. Ce n'est pas nécessaire. Ça n'a jamais été l'intention du gouvernement, d'ailleurs, si j'ai bien compris, et les déclarations. Eh bien, écoutez, Maître Madistin, merci infiniment de nous avoir aidé à comprendre la position de la Fondation J'éclairé. Vous jetez une lumière crue sur cette affaire de Pedro Caribé et j'imagine que dans les jours qui viennent, il y a des gens qui vont se prononcer sur votre position. Nous l'espérons. Merci infiniment. Merci de nous avoir accordé votre temps et bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Retour en Haïti ce mercredi de 176 migrants prévus dans le cadre du, je cite, plan humanitaire de retour volontaire, fin de citation, mis en place par les autorités chiliennes. Selon le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés, GAR, les migrants haïtiens concernés par cette mesure résidaient pour la plupart dans les communes chiliennes d'Estación Central, Quilicura et dans la ville de Santiago. Ils font partie d'un groupe de ressortissants haïtiens qui ont vécu pendant plusieurs mois au Chili et qui ne pouvaient pas trouver de travail, précisent les responsables du GAR dans un communiqué. Ce sera un voyage pilote pour que nous puissions, je cite, évaluer le programme et faire des ajustements nécessaires, a expliqué le ministre chilien de l'Intérieur, annonçant plusieurs autres vols pour rapatrier des migrants haïtiens. Le GAR appelle le gouvernement haïtien à œuvrer pour accueillir dignement ces ressortissants qui ont fait des débours importants pour se rendre au Chili en quête de meilleures conditions de vie. Bon, nous disons bienvenue la Caillou. Il a cherché la vie en côté, il n'a pas marché. Il a tourné la Caillou, pays, c'est pays pas lié. Que il a tourné là-dedans. Et gagné, il a dit qu'il a demandé si le pays a investi dans l'agriculture pour que eux-mêmes ils travaillent. Nous disons bienvenue parce que le gouvernement, ça justement, l'a fait mettre en pile en phase sous l'agriculture pour que les producteurs soient capables de produire davantage. C'est 184 qui rentrent aujourd'hui. Mais il faut me dire que c'est un retour qui volontaire. Il y a un registre qui est ouvert, qui permet que nous enregistrons les que nous voulons tourner dans le pays. Et le gouvernement chilien, avec le gouvernement haïtien, organise le retour par transport par un avion gouvernement chilien. Donc c'est un retour qui est planifié. Et le ministre des Affaires sociales, là, qui c'est lui-même responsabilité parler avec ONM pour le travail, pour dans quel secteur pour permettre que canaliser même dans le secteur d'activité, dans ça que vous avez fait là-bas et dans ça que vous avez fait. Il y a un programme avec le ministère du Commerce. Donc c'est-à-dire qu'il y a un pile programme que le gouvernement mette sous pied que vous êtes capable de participer là-dedans. Une nouvelle opération d'assainissement dénommée Pétionville Propre a été lancée ce mercredi par la mairie de cette commune. Pendant 3 jours,
soit les 9, 10 et 11 novembre prochains, des camions passeront récupérer les restes de matériel non utilisé comme réfrigérateurs, fours à gaz, etc. dans plusieurs zones, notamment à Pèlerin, La Boule, Frères, Puy-Blain et Pernier. Cette initiative coûtera à la mairie 1 200 000 gourdes, soit, selon le magistrat Dominique Saint-Roch, qui annonce que des mesures seront prises une fois de plus à l'intention des marchands. C'est notre objectif pour que nous entrions dans un nettoyage en profondeur, pour que nous soyons capables de permettre tout le monde qui a un battant clan la caillou, vieux frigidaire, vieux freezer, vieux four, vieux blender, pour capable de mettre tout dehors et pour que nous-mêmes nous capables de passer récupérer. Mais nous comptons à partir de lancement ça, éradiquer tous les problèmes fatra dans Pétionville. Nous tout annoncer que nous avons un horaire qui bâti à partir de compressifs panneaux pour nous faire porte-à-porte dans 4 questions fatra. Et nous déjà avons arrêté communal qui préparé, que nous avons acheminé par le président, par le ministère de la Justice, tout le monde pour acheminer lui avant de sortir. C'est dans la perspective pour que nous résoudre le problème fatra au niveau de la commune et pas seulement de façon temporaire, mais pour que nous soyons capables de finaliser le net. Et nous travaillons là sur un concours de quartier Pam-Bibel que nous sommes capables de faire. Donc là, nous avons plus que 200 employés mairie au niveau voirie qui sont mobilisés, à peu près 23 équipes. Et plus, nous demandons tous les citoyens pour que soient capables de participer dans le cadre de nettoyage. Là. Donc, dans la zone bidonville, le côté qui y a des gens qui font assainissement, des associations qui existent déjà, ils sont capables de rejoindre nous dans le cadre de travail ça pour que nous fassions ensemble, pour que nous soyons capables de procéder à l'enlèvement fatra. Donc, ça veut dire que vendredi, si Dieu veut, vendredi 9, là, nous avons dérapé devant Mairie, nous avons monté Pèlerin, nous avons fait La Boule, nous avons fait Thomasin, nous avons arrivé jusqu'à Fermat. Samedi, nous avons commencé devant Mérian toujours, nous avons fait route frère, nous avons rentré Piblin, nous avons rentré Torcel, et nous avons descendu tout frère à net, nous avons descendu Pernier, arrivé jusqu'à Fatima. Dimanche, nous avons dérapé toujours devant Mérian, nous avons fait remettre Luislan, nous avons plongé descendre Delma, nous avons entré dans Delma 60, nous avons fait toute Missoa, nous avons remonté par Boudon, et pour monter la panaméricaine net, pour nous faire toute centre-ville, nous avons entré dans Juvenal, nous avons arrivé jusqu'à Desbrosses dans la limite, et nous avons tout le monde dans différents bidonvilles, que Jalousie, Bristol, Bourbin, et Néret, Monécule, Mont-Lazare, tout le monde ça va gagner pour que vous participez dans mettre fatra dehors, mettre Bataclan dehors, pour que nous soyons capables de prendre. La 12e édition de Artisanat, en fait, se déroulera les 10 et 11 de ce mois au parc de la Canne à Sucre, annonce faite ce matin en conférence de presse par les responsables de cette activité. Plus d'une centaine d'exposants et de créateurs venant d'horizons divers prendront part à cette grande manifestation culturelle. Suivez tour à tour les explications de Sabine Blanchard et de Guy Supplice de la Unibank. Année ça, comme d'habitude, on a toujours gagné tout genre de domaine dans l'artisanat. On a gagné métal découpé, qui sorti quoi des bouquets. On a gagné papier mâché côté artisan Jacques Melio depuis vendredi. Il a déplacé pour venir dans le parc là, il a dormi dans le parc là, il a préparé sang, il a fini pour produire pour être capable de recevoir le public là. On a gagné mon perlage, mon qui fait de la peau vaudou. Nous avons mélangé, nous avons sorti quoi des bouquets, nous avons sorti dans la zone d'Elma, nous avons sorti dans la zone Cité Soleil. Nous avons des associations qui ont participé dans le foire dans tout Anissa. Nous connaissons que nous avons des gens qui font mode en Haïti. Et les grands de la mode à Blas, nous voulons parler de Muriel Lecomte, nous voulons parler de David André, de Marie-Thérèse Fouchard, de Miko Guillaume. Ensuite, dans les bijoux et accessoires, nous connaissons jamais d'amis au monsieur, il y aurait mais habillé Brodin. Nous avons gagné un monde ça autour, nous avons gagné un monde Cogno qui sortit en bas la ville, qui a un atelier, artisan Cogno à Blas, en Grand Jean. Et les gens qui fait sac à main, nous connaissons la grande dame de sac à main en Haïti, Félicia Adèle à Blas. Nous gagnons Timel Collection à Blas, nous gagnons sandales, nous gagnons cordonnier. Nous avons pile de monde qui travaille cuir à Nissa, nous avons gagné Marjorie Alexis qui travaille cuir, nous avons gagné Paul Beff qui travaille cuir, qui est un nouveau artisan.
Donc, nous encourageons le public là pour faire déplacement. Là, on fait déplacement, on ne va pas venir seulement pour venir acheter, mais on vient seulement pour venir tout pour venir apprécier la richesse pays, ça que nous gagnons, que nous sommes capables d'offrir. Unibank a pour artisanat en fait, son façon pour que le capable mettre en valeur talent artisan que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Et pour que nous capable permettre artisans ça mettre en valeur talent, il faut que nous encouragions, il faut que nous encadrions. Pendant 3 jours ça Unibank avec Unicap pour correr artisans pour capable permettre que yo capable vendre davantage articles et produits qu'ils a présentés. Unibank permettre pendant 2 jours ça 3 modes de paiement pour clientèle qui vient visiter l'artisanat en fait là pour qu'ils soient capables de faire transaction. Premier mode de paiement que nous avons été pour eux, c'est que nous avons des caisses Unibank côté client est capable de venir et les payer par chèque ou bien payer par cash et il est capable d'aller recevoir le produit que nous avons acheté. Mais nous avons offert toute possibilité pour eux capable de payer avec carte de crédit, carte de débit, Unibank tout côté que nous avons lancé il y a 204 ans et qui a fait malaise sur le terrain, c'est nous capable de dire. Unibank tout côté présent, tout partout, présent dans plus que 110 communes dans le pays d'Haïti et son carte de débit qui aujourd'hui que tout le monde fait pour gagner en poche. Et troisième mode de paiement que nous avons mis à disposition, c'est Unicap capable d'accompagner tout artisan et capable de permettre que le clientèle est capable de venir et payer avec carte de crédit Unicap. Un hommage a été rendu au peintre, photographe, graveur et écrivain Gérald Bloncourt mardi en Haïti. Gérald Bloncourt est décédé le lundi 29 octobre dernier à Paris à l'âge de 92 ans. Celui qui se définissait comme un exilé haïtien était réputé en Europe pour son travail photographique. Il fut l'un des principaux leaders des 5 Glorieuses, un mouvement revendicatif qui provoqua la chute le 11 janvier 1946 du président Élie Lescaut. Il a fallu 5 jours à ce mouvement pour provoquer le départ du gouvernement, d'où son nom, les 5 Glorieuses. Suivez les explications du cinéaste haïtien Arnold Antonin qui a réalisé un documentaire sur ce grand homme. Gérald, l'homme décidé de faire film sur monsieur, un haïtien à Paris, distributeur de tracts et couleurs d'affiches, c'est comme ça le définit peut-être Paris. Nous fait le film, le ça, monsieur il a 90 ans, il était plein de vigueur toujours. Mais très peu de temps après, ils viennent découvrir que c'est ça, un cancer très délicat parce que c'est un cancer que M. Teguin en dedans bouche dans la partie où il est palais en dedans bouche non. Et là il pour opérer le cancer et ça, il a découvert M. Gon l'autre cancer dans le poumon tout connait. Donc il a opéré le poumon d'abord, après il a opéré palais et après bagay ça M. vient en Haïti. Et là il vient en Haïti, c'est là ça M. pour aller éblouir haïtien yo. Il va aller éblouir jeunesse haïtienne non par vigueur, monsieur, enthousiasme, dynamique, tant que vous êtes un nègre de 20 ans. Parce qu'on est 90 ans, qui a fait 2 grosses opérations, qui a plein de problèmes de santé. Mais monsieur était tellement heureux de tourner en Haïti. Histoire, Gérald Bloncourt, il faut qu'on ait que Gérald, c'est un héros, les 5 Glorieuses de 46, avec René Despestre, avec Théodore Becker, avec Gérard Chenet, avec Jacques-Stéphane Alexis, avec Kessner Clermont, une série l'autre qui t'a fait l'ESCO parti qui était pouvoir. Prétexte que pouvoir pour expulser monsieur, je dis monsieur c'est ton étranger, parce que papa c'est ton Guadeloupéen, maman c'est ton française, je mettais le dehors dans le pays. Je voyais monsieur aller et monsieur était 19 ans, le débarquer en France. Kounia, en France, monsieur Vini, youn nan par son travail. Monsieur qui travaille dur en pile et qui a pile persévérance, qui a des objectifs très clairs. Monsieur Vignoun, on t'a dit photographe, enfin, peut-être le plus important photographe haïtien. Moi, je crois que Haïti perdu un gros garçon, une grosse perte que nous fait, et en même temps, pas quoi son nègre jamais oublié, parce qu'il est inoubliable. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.